Henri Rousseau, il naît en 1844 à Laval, dans un milieu très éloigné finalement du milieu artistique, puisque son père est ferblantier et sa mère, Éléonore Guyard, est fille et petite-fille d'officier. D'ailleurs, elle le prédestinait à une carrière militaire à laquelle lui ne s'intéressait pas du tout. Pourtant, ce qui est intéressant, et c'est là aussi on voit que Rousseau forge lui-même son propre mythe, c'est que lorsqu'il rédige un court texte autobiographique en 1895, lui, la manière dont il se raconte, c'est qu'il avait une vocation artistique très forte dès son plus jeune âge, qui a été contrariée du fait du manque de fortune de ses parents. On a fait ce choix, peut-être pas commun, de faire référence au douanier Rousseau sous son vrai nom, sa vraie identité, Henri Rousseau. Cette volonté, elle naît du propos de l'exposition qui revient sur Henri Rousseau en tant que peintre. Et c'est vrai que quand on regarde ses toiles, il s'y naît bien du nom d'Henri Rousseau. Le douanier Rousseau, c'est un surnom qui lui a été octroyé par son cercle proche, mais c'est finalement un surnom erroné qui fait référence à sa position à l'octroi de Paris. Sauf qu'on s'est rendu compte que Rousseau n'était pas du tout douanier, mais commis en fait à l'octroi de Paris, qui était un service municipal de la capitale chargé de contrôler les marchandises entrant dans la ville et de prélever l'impôt nécessaire. Et donc il ne postule que très tardivement aux Beaux-Arts de Paris, et finalement il n'a jamais eu accès aux Beaux-Arts de Paris puisqu'il était déjà trop âgé lorsqu'il candidate. On sait qu'il commence à pratiquer véritablement la peinture et le dessin dans les années 1880. Il obtient son certificat de copiste au musée du Louvre. Grâce à ce certificat de copiste, il se rend dans les galeries du Louvre, qu'il regarde, qu'il observe, et c'est finalement par ce biais-là qu'il va se former de manière complètement autodidacte, puisqu'il ne prend jamais aucune leçon de peinture ni de dessin. On sait que ses dimanches, par exemple, sont occupés à explorer les alentours de Paris, qui est un sujet récurrent dans son corpus. Ce que l'on réunit à travers cette exposition, c'est les deux plus grandes collections de Rousseau qui sont aujourd'hui conservées dans des musées, celle du musée de l'Orangerie, celle de la Fondation Barnes, et qui sont réunies pour la première fois. Et donc on commence dans le vif du sujet finalement, avec une première section que l'on a choisi d'appeler « Moi-même peintre », en hommage finalement au regard d'un célèbre portrait de Rousseau intitulé « Moi-même portrait paysage », qui est un prêt tout à fait exceptionnel de la Galerie nationale de Prague, où Rousseau se présente en tant que peintre, revendique ce statut presque comme un manifeste. Il est de plein pied, avec tous les attributs du peintre, la palette, le béret, le pinceau, représenté devant le paysage parisien le plus moderne, puisque l'on devine à l'arrière-plan la Tour Eiffel, inaugurée tout récemment, la montgolfière en vol, donc vraiment des emblèmes de la modernité, devant lesquels il semble s'incarner aux yeux des visiteurs. Dans une deuxième section, on présente son cercle, les personnalités qu'il a pris pour sujet dans un genre très particulier dont il se revendique l'inventeur, le genre du portrait paysage. Quand on regarde les portraits de la Renaissance italienne ou flamande par exemple, on a déjà ce type de composition que Rousseau a sûrement vu d'ailleurs au Louvre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va donc vraiment se revendiquer comme l'inventeur de ce genre et venir glisser dans ses portraits paysages par le biais des détails, des indices sur la personnalité des personnes portraiturées. Ce sont des portraits, parfois de commande, parfois aussi réalisés pour régler ses dettes auprès justement des commerçants de son entourage autour du quartier de Plaisance. On pense par exemple à la carriole du père Junier, le père Junier qui était voisin de Rousseau, qui était maraîcher et également dresseur de chevaux. Et puis, on remarque aussi qu'il s'inspirait de sujets presque autobiographiques, d'autoportraits, mais également de portraits de ses épouses, et dans des compositions tout à fait originales. On pense par exemple au Passé et Présent, aussi intitulé Pensée philosophique, dans lequel en fait il se représente avec sa seconde épouse l'année de leur mariage, en 1899, mais dans lequel il rend également hommage à sa vie antérieure, puisqu'on retrouve par-dessus les nuages des visages flottants, aussi inspirés par la photographie spirit qui était en vogue à l'époque, qui représente le premier mari de sa seconde épouse et sa première épouse Clémence, qui montre aussi toute la richesse de la vie de Rousseau et la manière dont il s'en inspire directement pour réaliser ses toiles. Dans une troisième section, on va s'intéresser à la manière dont il décline des motifs récurrents pour réaliser des véritables variations, des véritables déclinaisons de ces environs de Paris qu'il arpente assidûment.
Ce sont des formats beaucoup plus modestes. On retrouve également des natures mortes, des images plus populaires qu'il va avoir plus de facilité à vendre à son entourage, avant de s'intéresser au contraire à ces grands formats, la manière dont justement il a regardé la peinture officielle, où s'exprime véritablement son ambition avec des allégories. On pense par exemple à la toile La Guerre, réalisée en 1894, ou aux représentants des puissances étrangères venant saluer la République en signe de paix. Puis ensuite, on rentre dans une section qui réunit pas moins de 8 jungles, la partie aussi très attendue du public évidemment, qui montre la manière dont il a choisi de les présenter au public à travers les envois au Salon des Indépendants, au Salon d'automne. Pendant tout le vivant de Rousseau, la plupart des témoins de son travail pensaient que ces tableaux de jungle étaient faits d'après ses souvenirs de la campagne auquel il aurait participé au Mexique. Il a seulement admis en 1910, dans un entretien, le seul qu'il ait accordé de son vivant, qu'il n'avait finalement jamais quitté la France et que donc ces jungles étaient nourris par son imagination d'abord, les récits de ses compagnons lorsqu'il a rejoint l'infanterie qui, eux, sont allés au Mexique, mais également et surtout par sa fréquentation du Jardin des Plantes et sa contemplation des albums illustrés, des gravures qui représentaient cet ailleurs complètement fantasmé. Ces sujets de jungle sont composés en 2 corpus finalement que l'on présente dans l'exposition. Les jungles paisibles, qui représentent une nature luxuriante, pacifique finalement. On pense à Joyeux farceur, qui est une peinture mettant en scène 2 singes renversant une bouteille de lait. Et puis des scènes de combat de jungle, dans lesquelles s'affrontent des animaux ou bien des hommes et des animaux, des fauves. On pense par exemple au lion ayant faim, qui représente un lion se nourrissant d'une antilope blessée. Donc c'est vrai que c'est ce style-là qui va tout de suite faire la signature de Rousseau dans la postérité lorsque l'on pense au douanier Rousseau. Alors que finalement, ça ne représente pas le plus gros volume des œuvres qu'il a réalisées, puisque finalement, ce sont bien ces paysages urbains des alentours de Paris qui ont été le plus peints par Rousseau. Et enfin, nous finissons sur une section qui réunit 3 œuvres jamais réunies auparavant, les tableaux manifestes, que sont La Charmeuse de Serpent, conservée au musée d'Orsay, Mauvaise surprise de la Fondation Barnes, et Le Prêt de la Bohémienne endormie, qui nous vient des collections du Museum of Modern Art de New York. La Bohémienne endormie est une des pièces majeures que l'on présente dans l'exposition, d'abord parce qu'elle est particulièrement singulière sur le plan de son sujet, puisque donc elle donne à voir une bohémienne endormie, une figure noire, vêtue d'une robe formée de lignes de couleurs, tout simplement. Elle semble veillée et à la fois guettée par un lion qui s'approche d'elle. Donc on est en plein dans une histoire qui ne renvoie à aucun récit connu, aucun récit identifié. Rousseau semble s'être complètement laissé aller à son imagination et en même temps s'inspirer de la peinture classique dans justement le sommeil de cette femme, dans un paysage désertique, nocturne, tout à fait intrigant, et qui va d'ailleurs particulièrement susciter l'intérêt des surréalistes. On sait que Breton a regardé cette œuvre et la mentionne à plusieurs reprises. Donc elle est vraiment très singulière, très unique dans la carrière de Rousseau, au même titre finalement que La Charmeuse de Serpent et Mauvaise surprise, qui sont les 2 œuvres en regard de cette œuvre majeure. Je ne vais peut-être pas être très originale, mais je porterai mon choix sur l'œuvre La Noce, qui est une œuvre des collections du musée de l'Orangerie, et qui est une des œuvres majeures de la collection, puisqu'il s'agit d'un assez grand format, très emblématique de la manière dont Rousseau travaille le portrait, puisqu'il donne à voir un groupe regroupé autour d'une jeune mariée, qui a un long voile qui vient complètement déjouer justement la perspective. Cette œuvre, elle attire particulièrement mon attention parce qu'elle concentre beaucoup d'intérêt de Rousseau. Peut-être l'intérêt pour la photographie d'abord, puisque ce groupe semble vraiment posé pour un portrait photographique officiel, un jour de noces, un jour de célébration. En même temps, on garde tout le mystère qui est propre à Rousseau. C'est aussi une œuvre qui, justement, a révélé certains de ces mystères grâce aux analyses scientifiques qui ont été menées tout récemment, avec notamment le détail du chien que l'on trouve en premier plan,
qui semble venir recouvrir les pieds de la mariée qui ont disparu entre-temps, en cours d'élaboration, et qui viennent nous aider à formuler une hypothèse, parce que c'est vrai que dans la littérature sur Rousseau, on a beaucoup dit que Rousseau ne savait pas dessiner les pieds du fait de sa maladresse, et donc la radiographie montre que la robe de la mariée a effectivement été raccourcie pour faire disparaître les pieds, et l'on se plaît à croire que ces pieds sont devenus les petits yeux du chien dans un retravail de l'artiste sur cette toile. Il s'avère que c'est effectivement pas toujours une tâche aisée de situer Rousseau dans l'arbre généalogique des avant-gardes finalement. C'est un exercice auquel s'est plié Alfred Barr, le premier directeur du MoMA de New York, qui, pour une exposition dans les années 1930, tente de dessiner un diagramme généalogique des avant-gardes finalement. Et c'est vrai que c'est intéressant de regarder ce travail, ce schéma, puisque on retrouve Rousseau assez isolé, comme un cas particulier finalement aux origines de ces deux mouvements majeurs de l'histoire des avant-gardes, donc le cubisme et l'abstraction, mais qu'il source aux origines du cubisme au même titre que le néo-impressionnisme. Il constitue une branche à part entière de cet arbre généalogique. Ce qui est sûr, c'est que les artistes qu'il a fréquentés, notamment autour du bateau lavoir ou de son quartier de Plaisance, ont contribué aussi à se faire les relais de l'œuvre de Rousseau et à façonner sa postérité. Picasso, Kandinsky également s'intéressent à Rousseau et contribuent à diffuser son œuvre en Allemagne. Robert Delaunay également et sa femme, Sonia Delaunay, sont parmi les premiers admirateurs de l'artiste. Et finalement, c'est à sa mort que très vite des publications vont venir aussi inscrire Rousseau dans l'histoire de l'art avec le travail de Wilhelm Uhde, qui va publier la première monographie de Rousseau en 1911, un an après sa mort, écrite à partir de ses propres souvenirs, de sa fréquentation de l'artiste lui-même, qui est donc un témoignage très précieux. 1911, c'est également l'année d'une exposition hommage tenue au Salon des Indépendants, organisée par Robert Delaunay. Donc très vite, Rousseau bascule dans la postérité juste après sa mort finalement.